1, 2... Alors je suis encore étudiante en droit, du coup j'apprends chaque jour ce que ensuite je peux transmettre sur YouTube, puisque je fais de la vulgarisation juridique, enfin du moins j'essaie de faire de la vulgarisation juridique. J'essaie de faire des sujets assez transversaux, dans le sens où je vais essayer de parler de droit en tant que tel, mais que je vais essayer de le mêler à des notions de sciences politiques. Je parle pas mal d'histoire, de culture générale, de manière générale, quoi. Pourquoi le droit ? Parce que je trouve que les gens n'y connaissent absolument rien, alors que c'est la base, dans le sens où c'est nos institutions, c'est le fonctionnement de notre justice, c'est un pouvoir central avec le pouvoir législatif et exécutif, et les gens ne comprennent pas les décisions de justice, ne comprennent pas les institutions, et je trouve ça très problématique. Mais c'est pas du tout de leur faute, puisque à aucun moment dans le cursus scolaire classique, on en parle vraiment en profondeur. Donc je dis pas ça du tout pour être pédante ou quoi que ce soit, puisque j'étais pareil qu'eux avant de faire des études de droit. Bonjour à tous, si je vous dis avocat, à quoi pensez-vous en premier ? Je vous préviens, le premier qui dit véreux, je l'étripe. J'espère que vous pensez à la robe, et non pas seulement parce que je l'ai marqué dans le titre. Aujourd'hui, on va donc parler chiffon. Mais non, pas ça. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les avocats et les magistrats portaient la robe encore maintenant au XXIe siècle ? Et surtout, pourquoi sont-elles si différentes ? On va donc faire un petit tour d'horizon à travers les usages chez les différents professionnels, mais aussi par-delà les frontières, parce que la robe américaine, anglaise ou française n'ont rien à voir. On commence par le greffier et le greffier en chef, qui n'ont pas la même robe, sinon c'est pas drôle. Alors déjà, c'est quoi un greffier ? Ce métier est trop peu connu et trop peu valorisé, alors qu'il est pourtant indispensable au bon fonctionnement de toute juridiction. Le greffier est en quelque sorte le technicien de la procédure. Il assiste le magistrat et il authentifie les actes de la juridiction. Pour vous rendre compte de son importance, il faut savoir qu'un jugement qui n'a pas été signé par le greffier est susceptible d'être annulé. Rien que ça. Sa robe le ressemble quasi trait pour trait à celle de l'avocat. Une longue robe noire jusqu'à mi-mollet, avec des revers en soie sur les manches. On a ensuite un rabat blanc plissé sur le devant et 2 petits boutons sur l'épaule gauche. La seule différence avec l'avocat, c'est que le greffier ne porte pas l'épitoge. Et l'épitoge, c'est ce truc. Déjà, je traite des questions que je me suis moi-même posées. Par exemple, pour les questions de la robe, pour les magistrats ou les avocats, je me suis dit, oui, c'est vrai, tiens, pourquoi est-ce que ces gens-là portent la robe, en fait ? Donc, c'est d'abord une question qui me concerne moi, et après, quand j'ai trouvé des réponses, je me dis, peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes que moi, en fait, parce que je suis sûre que je suis pas la seule à m'être posé la question. Et sauf qu'on prend pas toujours le temps de creuser les sujets qu'on a envie de creuser. On a tellement de choses qui nous intéressent que, voilà, on est obligé de sélectionner. Et du coup, moi, je suis un peu là pour dire, coucou, je suis le sujet que tu as oublié dans un coin de ta tête. Donc voilà, et sinon, y a des vidéos qui sont pas encore sorties, mais souvent j'ai eu des cours qui m'ont beaucoup intéressée, et je me suis dit que c'était dommage que des gens puissent pas y avoir accès, en fait. Donc je m'appuie de ces cours-là pour pouvoir les retransmettre aux autres. Alors, je suis quelqu'un qui ne suit absolument pas méthodologique pour mes vidéos, donc ça va être très compliqué. Généralement, donc, j'ai un sujet assez précis en tête. Je l'ai déjà un petit peu balisé dans ma tête, donc je sais de quoi je vais parler et de quoi je ne vais pas parler. Mais ensuite, je vais faire des recherches, c'est-à-dire que j'ai une technique très scolaire dans ces cas-là, c'est-à-dire que je vais lire de la doctrine. Donc généralement, c'est des textes d'auteurs qui expliquent un petit peu leur point de vue, qui vont avoir un côté très académique, en fait. Et ensuite, je vais chercher des sources un peu plus lambda sur Internet.
Mais pour moi, c'est très important d'avoir cette base universitaire qui va donner du crédit et qui fait un petit peu argument d'autorité en fait dans la création. Et une fois que j'ai recoupé toutes ces informations, j'essaye de le vulgariser en agrémentant quelques blagues. J'essaie de faire des blagues, même si elles sont pas toujours très très efficaces. Voilà. Et ensuite, il y a la voix off que je fais avant le tournage. Et après, quand j'ai fait le tournage, je me dis que la voix off, ça va pas et qu'il faut que je recommence la voix off. Donc c'est un processus sans fin. Parce qu'il est absolument trop mignon, en fait. Parce que quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre du genre je peux pas le laisser sur l'étagère, lui, c'est pas possible, en fait. Il est beaucoup trop mignon. Et j'ai vraiment fait le choix de pas me montrer en vidéo parce que je trouve que c'est vraiment pas facile de tenir pendant 15 minutes et moi quand je regarde une vidéo de quelqu'un qui parle pendant 15 minutes face caméra, ça m'ennuie en fait. Et s'il n'y a pas des images d'illustration ou de l'animation, quelque chose qui bouge ou même un chat dans le décor qui commence à bouger, ben ça m'ennuie et du coup je me suis mis à la place du spectateur et j'ai essayé de faire quelque chose qui était plus fun. Surtout qu'on a une image du droit qui est super austère et je me suis dit qu'en mettant avec un jouet, ça allait trancher en fait. Donc voilà, ça a réglé très vite le problème de je veux pas me montrer face caméra, du coup j'utilise un avatar en fait. L'ordalie prend donc plusieurs formes. Il y a l'ordalie de l'eau bouillante, ou de l'huile, c'est au choix. On porte à ébullition l'eau dans un chaudron et on y place une petite pièce de métal que l'accusé va devoir ressortir. Il faut que tu brasses bien quand tu as la main dans le fond. Adriana, Ne regarde pas. Adriana, concentre-toi. Oublie ta peur, concentre-toi. Concentre-toi seulement sur la clé, Adriana. Oublie le reste. Lorsqu'il l'a trouvée, il retire son bras qu'on va enrouler dans un linge pendant 3 jours. Puis on ouvre et le juge observe la plaie. Si c'est propre, tant mieux, la personne était pure quand elle a prononcé le serment, donc elle n'est pas coupable. Et si tu cicatrises mal, tant pis pour toi mon chou, tu es coupable. Il y a aussi l'ordalie du fer rouge, et c'est guère plus glorieux. On répand des cendres sur le sol, puis on y fait marcher l'individu. Petite variante, on peut aussi lui faire prendre une barre de fer chauffée à blanc à pleine main. Rebelote, on fait un petit paquet et on regarde la cicatrisation 3 jours plus tard, en tranchant en fonction de l'état. C'est d'ailleurs de là que viendrait l'expression « mettre sa main au feu », signifiant que l'on est sûr de ce que l'on avance. Si cela peut vous rassurer, plusieurs anthropologues ont conclu qu'on avait assez peu recours aux ordalies de ce type. Le but était plus d'exercer une pression psychologique sur l'accusé qui allait avoir tendance à faire ses aveux avant de procéder à l'ordalie. Oui. Beaucoup trop de temps. Mais j'ai investi dans une télécommande, donc ça va être bien plus pratique déjà. Ça va me faire gagner beaucoup de temps, mais en fait, c'est même pas de bouger le personnage qui est long, c'est de trouver l'idée, parce qu'il y a des moments où je me dis, bon, on va faire au feeling, on fait le tournage et on verra, quoi. Et voilà. Et après, il y a les incidents techniques, du genre, tu tournes avec un chat, par exemple, et le chat se frotte au trépied, et le trépied bouge. Et il faut reconstruire ton plan parce que ça s'est vu en fait à l'image que ton plan a bougé. Et ça prend du temps. Énormément de temps, je pense que c'est la période avec le tournage en soi c'est long mais ça va me prendre une journée, une demi-journée. Le montage ça se compte en jours entiers. Voilà, et genre ma première vidéo de présentation, j'ai passé 5 jours dessus à quasiment faire que ça. Après, je découvrais le logiciel, donc c'était très chaotique. Mais sinon, ouais, je compterais au moins une semaine de montage, en faisant pas que ça, mais en faisant quand même 5-6 heures par jour. Voilà. Après, je suis pas une grande rapide. Team vidéaste. Alors, parce que YouTube, c'est vraiment une marque, enfin c'est vraiment ouais. Et du coup, ça me gêne d'être attachée à une marque en fait. Je suis pas le produit d'une boîte qui m'héberge en fait. Je suis quelqu'un qui fait des vidéos, même si je suis pas professionnelle, même si je suis complètement amateur. Je le fais de A à Z et le support sur lequel je m'appuie, ça n'a rien à voir avec ma démarche en fait. Et on dirait pas Dailymotioner pour Karine Debac par exemple, enfin, ça serait complètement idiot quoi, ça serait... Donc non, enfin après, je suis pas à ruer dans les brancards dès quelqu'un dit youtubeur, mais je pense que c'est un abus de langage qu'il faut un peu gommer en fait.
Alors c'est très bête, mais ça m'a apporté énormément de confiance en moi. Parce que je pense que ce qui m'a retenue pendant très longtemps pour faire mes vidéos, c'est que j'étais encore étudiante. Et du coup, je me suis dit, t'as pas les compétences pour parler de quelque chose alors que t'es pas professionnelle encore. Et je me suis dit que tant que j'avais une démarche sincère, où je disais pas que j'étais infaillible, ça allait. Et du coup, quand j'ai vu que des gens approuvaient mes propos, des gens qui étaient dans... Enfin, j'ai par exemple des avocats ou des juristes qui commentent mes vidéos. Donc les premières fois, j'étais genre « waouh !» Et maintenant, je suis toujours « waouh !» Et du coup, bien sûr, ça te fait plaisir. Et du coup, ça te booste en fait. Et ça m'a donné énormément de confiance en moi, une facilité. Quand j'ai vu que certaines de mes blagues marchaient, je me suis dit « écoute, vas-y, ose en fait !» Donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Et après, en créativité, c'est juste énorme parce que... on se met devant une feuille et on dit faut que je produise quelque chose, faut que quelque chose sorte en fait. Et que les gens aiment ça en fait. Et donc on va se forcer à faire une démarche créative. Et du coup après c'est un cercle vertueux. Plus on produit et plus le contenu va être bon et plus on va avoir envie de produire et plus on va avoir de nouvelles idées. Et j'ai jamais eu autant d'idées que depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube. Numéro 3. La loi de non-assistance à personne en danger. L'infraction de non-assistance à personne en danger est pour le moins originale, car c'est une infraction d'omission. En effet, pendant très longtemps, la logique du droit pénal condamnait un acte intentionnel et actif. Mais on ne sanctionnait pas l'absence d'acte. On considérait que l'abstention n'était pas suffisamment grave pour caractériser un délit. C'est donc en 1941 qu'on incrimine cette infraction d'omission, avec celle de non-dénonciation. Vous le voyez venir, n'est-ce pas ? L'objectif de cette loi n'était évidemment pas d'apporter une protection aux juifs et autres persécutés du régime nazi en général. Pour vous remettre dans le contexte, de nombreux attentats à l'époque ont été perpétrés contre les soldats allemands, et les Français refusaient pour certains de porter secours aux blessés. La loi a donc permis de condamner ce comportement. Cette incrimination va rester en vigueur, ce qui se voit encore à travers l'article 223-6 du Code pénal, qui dispose que quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Alors, mes projets pour 2017. Alors déjà, ça va pas être une année où ça va être l'opulence au niveau des vidéos, parce que je prépare un concours qui me prend beaucoup de temps. Mais j'ai quand même des projets pour la chaîne, parce que c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup. Et donc déjà, je voudrais sortir des formats un peu plus courts, qui vont me demander un petit peu moins de temps, et qui seront peut-être moins juridiques. Et par contre, j'ai un beaucoup plus gros projet où j'aimerais bien partir à l'étranger. Pour parler du droit à l'étranger. Et voilà, je ne dis pas les destinations, je ne dis pas comment je veux le faire, sous quelle forme et tout ça, mais voilà, je pense que ça pourrait être très intéressant. C'est les vidéos de Manon Bril qui m'ont beaucoup inspirée quand elle a fait New York au détail, par exemple. Je trouvais ça absolument génial, et voilà. Donc j'espère que la première vidéo arrivera avant juin 2017. Nous croisons les petons. J'ai pas de conseils, c'est juste fais-le quoi. Do it, just do it. Genre, non mais en fait, c'est même pas les vues qui vont te faire plaisir, c'est le fait de poster ta première vidéo, c'est tellement le sentiment de l'accomplissement en fait. Vraiment, tu te dis j'ai tenu un projet qui était pas forcément facile, même si pour certains c'est rien, toi t'as monté ton truc de A à Z et t'es tellement fier que juste pour ressentir ça, fais-le quoi. Et je pense que moi, à l'époque où je me suis lancée, enfin je dis ça comme si ça faisait 10 ans quoi, mais je voyais que des gens qui faisaient du face caméra. Et c'est ça qui m'a beaucoup bloquée. Et maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font autre chose. Donc j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire pour pas être reconnus. Et je pense qu'il faut vraiment voir les possibilités créatives en dehors de ça. Et du coup, à partir du moment où on te reconnaîtra pas, tu risques rien, à part de t'amuser, à la rigueur du perte de temps. Et j'ai même pas envie de dire que c'est une perte de temps, puisque tu vas apprendre des trucs. Tu vas apprendre à monter, tu vas apprendre à écrire, tu vas apprendre à avoir un rythme dans ta vidéo, dans ta diction, etc. Donc c'est tellement positif, ça demande du temps, mais c'est quelque chose qui va vraiment apprendre beaucoup de choses à long terme. Charlie.